tout un chemin long et sinueux. Ouais, pour lequel on n'avait pas signé initialement. À la base, on minait de la crypto dans une cave. Aujourd'hui, vous avez quelle puissance de minage? Ah non, moi, j'en dors pas encore, donc non. Combien ça coûte de tenir un PSAN? Un utilisateur qui entre avec des faux documents. On espère lever à peu près 3 millions. Salut, c'est Wiggle pour le Crypto Daily. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit donc les fondateurs de Filmining mais aussi de Wiggle dont on va vous parler plus en profondeur. Merci d'avoir cliqué, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Salut Nicolas, salut Chloé. Salut. Salut. Vous vous êtes déplacés juste pour l'interview? Tout à fait, rien que pour toi. Eh ben, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir. On va commencer directement. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la crypto, blockchain, etc. On est dans la crypto depuis 2017, fin 2017. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? On y est venu, nous, par la technologie. On est arrivé par le minage. Ok. On s'est acheté des machines de minage pour miner de la crypto. Des GPU, je ne sais pas si ça te parle un petit peu. Bien sûr. Des GPU, des rigs, voilà. Et on a commencé comme ça à monter des rigs de minage. En 2017, comme ça? Ouais, fin 2017, ouais, tout à fait. Et comment c'est passé? Vous avez vu une pub pour le minage, quelque chose comme ça, ou non? Non, c'était assez par hasard hein, finalement. Moi j'étais dans une période où j'ai toujours été un peu dans le gaming et monter mon PC, démonter le PC, okay. etc. J'aime bien tout ça, tout ce milieu-là. Donc dès lors tu savais un rig, tu savais le monter. Enfin, et ouais, j'ai découvert assez ça facilement. par hasard. Ouais, par hasard sur YouTube, une vidéo d'un gars qui crée de la crypto-monnaie. Je me suis dit, créer de la crypto-monnaie, c'est quoi ça? Okay. Et du coup, je me suis intéressé un petit peu au sujet et j'ai creusé un peu le truc. Puis je me suis dit, je vais essayer d'en faire un, quoi. Okay. Et puis j'en ai fait 1, 2, 3. Puis je me suis vite rendu rendu compte que voilà, c'était un peu l'Eldorado à l'époque aussi, quoi. Ok. C'était quoi votre background avant? Vous faisiez quoi? Alors moi, j'ai un master en technologie éducative de formation. Et moi, j'ai un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Ok. Ça existe encore, GE2I. Je sais pas. Assez adapté finalement à la crypto, le minage. Et vous avez donc commencé à miner comme ça et vous vous êtes dit en 2017, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, il y a quelque chose à faire, let's go. En fait, c'est des demandes qu'on a eues, quoi. Au bout d'un moment, en fait, on a fini par acheter de plus en plus de machines. Puis on a fini par prendre un local industriel pour faire des racks et faire à Sassenage, à côté de Grenoble, dans les Alpes. Dans les Alpes. Voilà. Et on a investi pas mal d'argent à l'époque. On s'est un peu même endetté, mais du coup pour une bonne chose. Donc ça rapportait déjà à l'époque? Ouais, ça rapportait bien à l'époque, fait. fin 2017. Ça s'est vite cassé la figure en 2018, après, le petit hiver crypto. Ouais. Mais on a trouvé des solutions pour envoyer nos machines ailleurs, dans des conditions un petit peu plus favorables et où c'était un petit peu plus rentable. Suite à ça, donc, vous créez Filmining. Ça n'a jamais changé de nom, ça s'est toujours appelé comme ça? Toujours. Pourquoi Phil? Pour le feeling, en fait. Okay. Le feeling, ouais, voilà. C'est vrai que Filmining, Tout à fait. Ça se rejoint. Le mining, parce que c'est notre cœur de métier, puis c'est de là qu'on vient finalement, le mining. Et aujourd'hui, vous minez où? Alors maintenant, on mine dans 5 pays. On mine aux USA, au Canada, en Norvège, en Islande et aux Émirats depuis peu. C'est notre nouvelle offre là qu'on a sortie à moins de 3 centimes au kilowattheure. 3 centimes dans les Émirats? Oui, tout à fait. Intéressant. Comment c'est possible d'avoir un prix aussi peu cher? Alors, ils le créent eux-mêmes, j'imagine, l'électricité déjà? Il y a la centrale photovoltaïque la plus grande du monde qui a été finalisée l'année dernière, de mémoire. Dans le désert d'Al-Dhafra. Dans le désert d'Al-Dhafra, ouais. Vu que c'est une centrale, si je dis pas de bêtises, ils prévoient de l'électricité pour dans 20 ans ou pour dans 30 ans. Donc là, aujourd'hui, il y a énormément de surplus. Ouais, donc ils ont un coût de production de l'énergie qui est de 1 centime à peu près, le kilowattheure. Wow. Donc c'est un truc de fou, quoi. Bon, après, évidemment, les fermes ne sont pas alimentées à 100% en solaire, parce que... Comment on refroidit tout ça? Déjà que c'est chaud, hein. En fait, on se fait une fausse image parce qu'il y a quand même des conditions assez idéales, on va dire 10 mois sur 12, peut-être plus 8 mois sur 12, mais de fin septembre, de octobre à avril, on est sur des températures de 25-30 degrés sur place. Donc c'est des conditions qui sont tout à fait raisonnables pour exploiter des machines de minage. Il n'y a que l'été où effectivement on est obligé de faire une coupure. C'est éteint. On pourrait laisser tourner, mais c'est que ça abîmerait les machines, quoi. Okay. Avec le taux d'humidité qui est assez important. Ça, je peux imaginer. Vous minez dans de nombreux pays. Comment ça se passe? Vous avez vos machines là-bas, c'est vos lieux à vous. Comment ça se décline? Alors, du coup, c'est vraiment une offre clé en main pour le client. À compter du moment où il est sur la plateforme Filmining, qui va cliquer, qui va sélectionner sa machine, là, il aura les différents sites d'exploitation en fait, qui lui sont proposés. Okay. Et de là, nous, on s'occupe absolument de tout. En fait, on va s'occuper
donc de faire venir la machine sur le site d'exploitation. Et le client, lui, aura une fois par mois un rapport de production de sa machine. Et puis, il aura également un dashboard qui va lui permettre de voir le monitoring de sa machine. Donc, le client n'a absolument rien à faire. Nous, on s'occupe absolument... Vraiment, donc il arrive, il rentre dans le site, voilà. il va payer ce qu'il doit payer pour le nombre de machines. C'est à la machine ou Alors oui, c'est à la machine. Okay. Et du coup, il va avoir des frais. Donc, frais d'installation, voilà, les frais d'installation qui sont de Filmining. Et puis après, il va avoir aussi ses frais énergétiques qui vont être défalqués. Et puis donc, le Bitcoin qui reste va être sur une balance Bitcoin. Et après, il en fait bien ce qu'il veut. Le but, c'est de ne pas refaire payer le client. Une fois qu'il a acheté sa machine, il paye son forfait d'installation et c'est terminé. On ne lui redemandera pas de mettre la main à la poche. Il n'y a pas de frais de maintenance, etc. Non, c'est pris sur la production brute, en fait. Okay. Tous les mois, on déduit sur la production brute. Ok, donc ça évite si la machine elle a un souci ou... Ouais, alors ça, pour ça, on a des extensions de garantie aussi, où on prolonge la garantie constructeur. Mais notre garantie va au-delà, puisque même en cas de panne, une panne sur Bitmain, si tu commandes ta machine chez Bitmain et qu'elle tombe en panne dans les 6 mois, tu peux la renvoyer, mais il y a des délais. Il y a des pertes d'exploitation parce que ils vont pas t'envoyer une machine immédiatement. Nous, on met immédiatement le jour J à disposition une machine équivalente. Donc en fait, ton minage, il est constant pendant 2 ans. Il n'y a pas de perte. Ah, c'est 2 ans, c'est ça les forfaits? Alors nous, notre extension de garantie, elle est sur 2 ans. Et on va dire que 75% des clients la prennent pour la tranquillité, en fait. Oui, la tranquillité. Il m'est arrivé de monter des rigs dans un passé pas si lointain que ça. Ouais, bah c'est assez instable. Les rigs, c'est de la maintenance. C'est assez instable. Ouais. Après, c'était pas. Vous, j'imagine, vous minez à l'ASIC. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà, moi, c'était des rigs de 3090, de 3080. Ouais. On a abandonné. Les rigs, on en a eu un peu en Islande. France et en Islande. France et Islande. Alors, France, autant ça allait parce que c'est nous qui le gérions. Donc, ça me dérangeait pas de descendre en pleine nuit pour rebooter un rack entier. Ouais. Mais quand c'est en Islande, c'était un peu plus problématique. Il y avait les allers-retours avec le support technique. Et en fait, on a fini par arrêter, renvoyer les rigs aux clients parce que c'était pas gérable, quoi. Donc déjà, l'ASIC, c'est déjà un petit peu, ça demande quand même un peu de temps. Mais le rig, non. Puis de toute façon, il n'y a plus vraiment de. Il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui, en 2024. Il n'y a plus d'intérêt. Ça, c'est trop industrialisé comme secteur. Non, puis au niveau des douanes aussi, il y a un vrai souci. Un rig, en fait, il faut qu'il parte avec toutes les factures des composants. Un ASIC, il part avec une facture. C'est vrai qu'un ASIC, c'est tout bête, mais en fait. Un ASIC, tu mets un serveur informatique et puis c'est bon, ça passe. Un rig, c'est un boîtier, c'est une carte mère, c'est une carte graphique. C'est un peu plus compliqué. Il part avec un vrai petit livret avec plein de factures, avec toutes ses cartes graphiques, etc. Quoi. Je veux dire, il part pas. En soi, un ASIC, c'est un peu la même chose, c'est juste que c'est enfermé dans une boîte. C'est ça. Ouais, mais il y a beaucoup moins de pièces. Quand même. C'est une boîte en alu avec une carte de contrôle et puis des hashboards, ce qu'on appelle des hashboards, c'est toutes les rangées de processeurs, des CPU qui vont faire le hachage. Aujourd'hui, vous avez quelle puissance de minage? Voilà, on a à peu près 200 pétahash, je crois, en exploitation. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près 2000. J'allais dire un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus. Bah, ça dépend parce qu'on a des modèles assez variés parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça. Donc on a encore des modèles de 30 TH qui minent et des modèles jusqu'à. Ils sont encore les modèles de 30 TH, ils sont encore worth it comparé là récemment il y a eu les S21 qui sont sortis. C'est exact, ça ouais. Bah, après c'est toute une question en fait du tarif énergétique que tu as en fait. Parce que en France, il ne serait pas worth it. En France, non, c'est mort, mais même dans les tarifs à 8 centimes. Non, il n'y a plus personne. Mais même à 8 centimes, ça devient très compliqué. On est vraiment très border. Là, sur l'offre aux Emirates, c'est beaucoup plus. On peut envisager des modèles d'ancienne génération. C'est justement ce qu'on a fait aux Emirates parce qu'on avait un tarif énergétique tellement bas qu'on s'est dit que ça servait à rien d'acheter des machines dernier cri, dernière génération, 100% efficientes, avec le meilleur consommation puissance. Ça sert à rien parce qu'on va la payer super cher, alors que des vieux modèles que personne ne veut, qui consomment plus en énergie, sont aussi rentables avec un tarif énergétique très bas. Donc les clients achètent des machines pas chères et restent rentables parce que leur facture énergétique est très basse, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et là, sur les fermes aux Émirates, on a vraiment travaillé l'économie d'échelle. En fait, on a un premier bâtiment où c'est qu'une typologie de machine. Comme ça, du coup, que ce soit pour de la réparation ou pour du câblage, comme c'est le même modèle, en fait, c'est beaucoup tout plus simple. Tout dedans, merci. Voilà. Et sur le second bâtiment, c'est pareil, c'est qu'une typologie de machine qui n'est pas le même que le premier. C'est lesquelles comme machine? C'est les 86T. Donc c'est pas forcément les dernières générations. Et du coup, on a fait un bâtiment de 1000 machines. Et au moins, le fil, c'est le même pour les 1000 machines. Et, y a pas de... et en 2 semaines, c'était vendu. C'était bouclé. Donc du coup, on a recommencé l'opération avec le M30. Et le M30, c'est pareil, là, ça va être très rapidement
rempli aussi. Ouais. Et on va continuer comme ça. Je pense que finalement, c'est une bonne façon de fonctionner, cette économie d'échelle. Ouais, c'est un bon modèle. Après, il y a ça fait quand même 5 ans qu'on distribue la solution. On a fait vendre beaucoup de machines différentes, de différentes générations à nos clients. Et on a tous nos clients aussi historiques qui nous ont fait confiance depuis des années, qui ont la volonté de transférer aussi leurs machines vers des offres plus intéressantes. Okay. Et là, pour le coup, il faut qu'on leur trouve une solution. En fait. Solution. Ouais, parce que c'est vrai que, comme dit Nicolas, ils nous font confiance depuis le début. Et c'est des gens qui minent depuis longtemps. Donc là, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir faire un sondage de qui voudrait faire le déménagement jusqu'aux Emirates pour pouvoir déménager la machine. Et effectivement, on pourrait prévoir un bâtiment sur lequel il y aurait un panache de machines. Okay. C'est envisageable. Mais c'est des coûts, encore une fois. Donc du coup, il faut être précautionneux, il faut les calculer. En fait, il faut que ça soit... Est-ce que vous avez une petite anecdote dans toute cette épopée de minage, et je fais exprès de bien dire le mot minage, que vous pouvez nous raconter là? Ouais, des petites anecdotes, on en a pas mal. Dans notre autre vie d'entrepreneur, on était restaurateur. Okay. Quand Nicolas a commencé à avoir cette passion pour les rigues de minage, on en avait énormément dans notre restaurant. Ça prenait de plus en plus d'ampleur. Bien évidemment, ils n'étaient pas dans le restaurant, t'imagines bien. Ils étaient à la cave. Et donc, régulièrement, ça faisait sauter les plombs du restaurant. On se retrouvait dans le noir le plus complet. Les gens pensaient que c'était un anniversaire la plupart du temps. Et puis, voilà, le jour où on a décidé de partir et puis de prendre un local pour pouvoir héberger ces machines, c'est le jour où on faisait sauter les plombs de tout l'immeuble. Ah oui. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote, mais ça fait partie de notre storytelling. C'est sympathique. Voilà. Il y avait tout le temps des anniversaires. Non. Voilà, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y avait beaucoup plus de machines. On s'est dit, là, il faut changer le truc. Puis c'est là que ça a commencé, en fait, la petite étincelle. On s'est dit, on sait le faire pour nous, qu'il serait judicieux de le faire pour les autres. Et puis on trouvait pas de petit local, en fait. Il y avait pas de demi-mesure. Donc voilà, il y avait juste grand. Donc là, on s'est dit, mais il y a de la place pour plein d'autres machines de minage. Lançons quelque chose. Voilà. Et un soir, on a griffonné, je me rappelle très bien encore, en fin de service, on a griffonné. On s'est dit petit site vitrine, puis ce petit site vitrine, il est devenu la grosse plateforme qui est Filmining maintenant. Aujourd'hui, Filmining, ça représente combien de personnes? Ça représente 30 personnes, Filmining, aujourd'hui. Ok, ouais. Magnifique. On peut vous demander des questions sur le chiffre d'affaires? Oui, je pense. Il y a eu une envolée assez forte sur 2021, évidemment, où on a eu notre pic à 6,2 millions en chiffres. Okay. Et là, on stabilise depuis 3 ans. On est à peu près sur le même chiffre de 4,5 millions. À peu près, en général, les gens restent, de toute façon, une fois qu'ils... Oui, parce qu'on est une plateforme avant tout d'investissement, donc les gens se projettent sur le... On n'est pas une plateforme de trading ou de spéculation, donc les gens placent et attendent. Voilà, c'est ça. Et surtout que aussi, je crois savoir que vous ne faites pas que du mining aujourd'hui chez Filmining, vous faites aussi du node running. Notre offre, elle a évolué surtout en fonction de nos clients en fait. Okay. Très tôt, on a écouté aussi ce que les clients avaient à nous dire, ce qu'ils attendaient de la plateforme, et ça a été assez naturellement que on nous a suggéré à l'époque. Il y a des masternodes aussi, pourquoi vous faites que du mining? On s'est dit, oui, c'est quoi des masternodes? On a regardé, on a appris, on a monté en compétences et puis on a proposé le service de masternode partagé. Okay. On était les premiers à lancer le masternode partagé, pour la petite histoire. Ça, alors c'est quoi masternode partagé? À l'époque, c'est toujours le cas, mais il y a ce qu'on appelle des nodes validateurs. On dépose un collatéral en crypto-monnaie et ce collatéral, sur certains protocoles, il est fixe. C'est 32 Eth, par exemple, pour Ethereum. Donc ça, en fait, ça représente un montant qui est assez important. Donc un investisseur allait pas forcément pouvoir tout seul acheter son node. Donc l'idée, c'était de collecter, de faire un masternode partagé où chacun pouvait apporter un bout d'Ether. Mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir faire fonctionner le... Voilà, c'est ça. Donc chacun pouvait choisir, moi je mets 0,5 Ether. Moi je mets 2 Ether. Ok, mais alors... vous arriviez plutôt assez facilement à trouver par exemple, on va parler d'Ether, vous arriviez à trouver assez facilement les 32 Ethers Ouais. Facile. Disons que nous, déjà, on avançait vous avancez l'intégralité d'un node, et ensuite on revendait les slots. Ouais. Ça permettait qu'il n'y ait pas de temps d'attente. C'est ça, oui, le temps de faire un match. C'est assez frustrant en fait. Donc, tu déposais 0,1 ETH, hop, clac, t'avais directement qui démarrait. Okay. C'était dans un style de liquid, c'était liquid staking ou pas du tout? C'est-à-dire que je mettais un Ether donc sur le node. Est-ce que derrière, j'avais un autre jeton worth un Ether ou non? Il fallait que je déstack cet Ether pour... Vous pouvez déstacker, mais il n'y a pas de blocage. Tu peux déstacker à tout moment. Ok. Et aujourd'hui, donc toute cette partie masternode, elle représente quoi ça représente, on va dire, encore 30% de l'activité, mais c'est pas le plus intéressant en termes de revenus pour l'entreprise. Parce que du coup, les rendements sont quand même... ils sont ce qu'ils sont connus à l'avance, etc. Et en fait, on prend un pourcentage sur les intérêts des
de nos clients, Okay. donc, qui est de 3%, donc c'est assez faible sur un rendement. Voilà, c'est tout ouais, c'est tout. Ouais. Et sinon, on se rémunère sur la vente, l'achat et la vente, à l'entrée et à la sortie. On prend des frais des margines, mais c'est 1,5, entre 1 et 1,5%. Donc c'est pareil, c'est des frais qui sont assez faibles, assez standards. Correct, ça reste on est très standard dans le marché. Et on a aussi l'aspect DeFi, donc finance décentralisée, où là, ça représente de plus en plus une grosse partie de notre activité. Okay. Le rendement en finance décentralisée. Là, vous proposez des stratégies sur des protocoles. Ouais. Okay, donc du staking, du yield, etc. Du yield, ouais, c'est ça. On s'appuie sur plusieurs stratégies pour fournir du rendement. C'est ce qui marche très bien en ce moment. Et puis on avait développé aussi il y a 2 ans les packs d'investissement. Ça c'est pareil, c'était des clients qui nous l'avaient suggéré. Je l'avais vu. Et ça plaît beaucoup aussi. Et on fait des réallocations régulièrement. Quand il y a un jeton qui ne répond plus à ses promesses initiales, on n'a pas de mal à revoir la copie un petit peu et puis à réarbitrer tout ça. Alors je crois que vous n'êtes pas au courant, mais je suis client de Filmining. Ah oui. On voit pas tout le monde passer. J'ai un compte Filmining que j'avais ouvert au tout début de mon aventure crypto, qu'en toute transparence aujourd'hui j'utilise un peu moins parce que je suis en capacité aussi pas pour le minage, mais pour tout ce qui est DeFi notamment. Okay. Mais je continue de recevoir assez régulièrement les analyses techniques. Ah oui, tous les mardis. Tous les mardis, que vous envoyez par mail, et elles sont toujours qualitatives. Ah très bien, mais ça c'est une spéciale dédicace à Jürgen. Qu'on salue aussi parce on le salue au passage. Très sympathique, je l'ai croisé il y a quelques jours d'ailleurs. Oui, il était à la NFT Paris là notamment. Exactement, mais très sympathique. Et donc continuez, moi je les aime bien. Voilà. Oui, elles sont très bien, elles sont très qualitatives. On fait des rapports aussi sur l'activité DeFi. Je sais pas si tu les reçois aussi ceux-là. Il faut être client DeFi pour avoir le rapport de production, le rapport DeFi. Et là on est transparent sur la manière comment on utilise les fonds pour obtenir des rendements. Je suis pas client DeFi, moi je suis client les paniers. Vous aviez des packs. Les packs, oui, c'est des packs avec différentes cryptos dedans, etc. Voilà, c'était là-dessus que j'avais. Et le rapport DeFi, pour la petite histoire, c'est le mail que j'envoie qui est le plus ouvert. Donc c'est bien sûr sur une base plus petite puisque c'est sur les clients qui font de la DeFi, donc pas sur toute la base, mais c'est le mail qui est le plus ouvert. J'ai un taux d'ouverture qui est assez dingue. Faudra me l'envoyer. J'aime bien les mails, moi. Ouais. À côté de ça, vous avez aussi lancé Stellaris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors Stellaris, c'est venu d'un constat où il y avait vraiment un besoin pour les professionnels de la finance, donc les conseillers en gestion patrimoine particulièrement, d'accompagnement et d'éducation sur la crypto-monnaie. C'est des profils, c'est des professions qui veulent venir à la crypto-monnaie, ou du moins leurs clients les poussent à venir à la crypto-monnaie dans un but de diversifier leur portefeuille d'actifs et qui ont parfois un manque de connaissances. Donc Stellaris est vraiment fait pour ça. Nous, on est là, avec l'expertise de Filmining, du coup, on est là pour tout ce qui est générer du revenu passif. Donc on a toute l'expertise qui est à tes dispositions, mais pas que. On a notamment une formation certifiante qu'on a coécrite avec Juris Campus, et on a également une application métier qu'on a développée en interne chez Filmining, qui est vraiment fidèle pour reprendre les codes en fait, du métier du CGP. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment un accompagnement, c'est un package complet pour le CGP. Donc c'est une autre cible. Donc là aujourd'hui vous êtes vraiment en train de développer différents pôles. Ouais. Il y en a un autre qui arrive dont on va parler qui va être vraiment Wiggle, qui est on peut dire un peu votre bataille du moment. Ouais, carrément. La bataille d'un long moment. D'un long moment, mais voilà, mais qui commence, qui se révèle du moins aujourd'hui. Alors on va commencer par la genèse. C'est quoi Wiggle ? Wiggle, il est né d'un constat en fait qu'il y avait certaines barrières à l'entrée de l'investissement dans les crypto-monnaies où on pouvait à l'époque, il y a 2 ans, 2 ans et demi, il y avait encore des blocages de la part d'investisseurs qui voulaient envoyer des fonds sur des plateformes pour investir en crypto-monnaie, etc. Et que le virement était bloqué ou refusé par la banque ou qu'il fallait qu'ils signent des décharges, comme quoi ils étaient conscients des risques, etc. Donc on s'est dit que fournir des services de paiement à côté des services d'investissement crypto, c'était une plutôt bonne idée. Et pour ce faire, il fallait pouvoir disposer d'autorisations pour émettre des IBAN et fournir un IBAN français à tous nos clients qui désiraient investir dans les actifs numériques. Donc voilà, c'est parti de là. Et on a vraiment répondre aux galères qu'on peut avoir tous les jours. C'est ça. Et même pour la sortie, c'est pareil. L'entrée-sortie, c'est toujours quand on fait un virement vers un compte, la banque va te demander d'où ça vient, de quelle plateforme. C'est de la crypto. Ça demande. On a des clients qui font des dossiers épais comme ça auprès de leur avocat pour justifier de l'origine de leur vente de leur crypto. Et c'est assez fou.
Donc voilà, on est parti là-dessus en 2021. Ok. Il y avait personne à notre connaissance qui faisait ça en France. Et la solution envisagée, voilà, la plus simple, c'était d'aller chercher un mandat d'agent auprès d'un prestataire de services de paiement. Okay. Donc, pour faire simple, on se repose sur une société qui a l'autorisation bancaire. Voilà, c'est ça. C'est quoi le public que vous visez donc avec Wiggle? C'est vraiment les gens en crypto qui galèrent? Ouais, le public qu'on vise, c'est des gens qui sont débutants, qui découvrent un peu l'écosystème, qui ont envie d'y aller. On s'est basé beaucoup sur une étude qui a été faite par KPMG et la DAN, qui a été faite deux fois de suite, je crois, oui, tout à fait, consécutive, et qui sont très qualitatives. Voilà, qui révèle vraiment une volonté de la part des investisseurs français d'y aller beaucoup plus vite que les actions. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent y aller, mais il y a encore une barrière technique souvent. Alors on travaille tous les PSAN, hein, je mets un peu tout le monde, mais pour l'amélioration UX, UI de nos produits, de nos plateformes, pour les rendre accessibles, compréhensibles, mais c'est encore une approche qui est très financière, très technique. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent un peu. On essaye de simplifier Field Mining de plus en plus, mais on découvre qu'il y a une certaine limite. Après, on perd en transparence. Oui, on n'a pas envie de perdre en transparence. C'est qu'à vouloir trop simplifier, les gens finissent par se dire oui, mais alors d'où vient le rendement? C'est quoi? Qu'est-ce que vous utilisez? Et en fait, Field Mining a toujours parlé à des gens qui s'y connaissaient un petit peu, des gens qui connaissent un peu la crypto. Et on s'est dit qu'il fallait avoir un autre produit à côté qui, lui, va vraiment vulgariser à l'extrême et simplifier à l'extrême l'accès au crypto. C'est vrai qu'on le sait, hein, dans le Web3. L'UX, c'est vraiment la problématique que tout le monde à côté va essayer de résoudre, mais où surtout on est tous en train d'essayer et on galère dès qu'on doit faire une transaction. Ouais. Je ne sais pas si vous avez signé une ledger, mais c'est déjà très compliqué si jamais on ne connaît rien. Quoique ces dernières années, ça va en vrai, mais au début, c'était autre chose. Mais même nous, hein, quand on conseille des amis ou de la famille, comment je fais pour acheter des bitcoins, c'est trop dur. On conseille même pas notre plateforme parce qu'on sait qu'ils vont se perdre un peu et ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce que vous leur dites alors? On les envoie vers, à l'époque, hein, mais moi j'envoyais mes parents vers Coinbase, par exemple, parce que Coinbase, je savais que le produit était simple, c'était une application que tu téléchargeais. Moi je le fais comme ça un peu avec Swissborg. C'est vrai que je l'envoie et après en leur disant bien sûr quand vous aurez appris un peu mieux, ce sera bien. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, c'est. Ouais, moi sinon j'assiste sur notre plateforme, mais j'assiste. Mais c'est vrai que d'année en année, on essaye de simplifier vraiment. Ah oui, mais c'est. Et comme disait Nicolas, du coup, on perd en transparence. Quand on se rend compte des V1, V2 qu'on avait, on était hyper transparent sur le moindre frais et finalement, on se justifiait de tout. Maintenant, on essaye de mettre un petit peu moins de justification pour être un peu plus. Une navigation plus fluide. Qu'est-ce qu'un masternode, qu'est-ce que le stacking, qu'est-ce que le proof of stake. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui avec l'application Wiggle? Achat, échange, on peut pouvoir stocker des euros peut-être dessus directement. Ouais, on va proposer de la gestion finalement du quotidien, comme une néobanque. Sauf que on peut pas s'appeler néobanque, mais on est un service de paiement. Wiggle est un service de paiement. On n'a pas les agréments pour pouvoir se prétendre une banque, voilà, pour que ça soit clair. Okay. Donc ça permet d'avoir un IBAN, donc de faire des virements entrants, sortants. Je vais pouvoir recevoir de l'argent. Voilà, tu peux recevoir ta paye, payer ton loyer. Salaire aussi, voilà, c'est des virements tiers. Et je peux vraiment faire toute ma vie avec Wiggle. Voilà, c'est ça. Tu peux commander ta carte. Donc on a 3 cartes, carte virtuelle, carte physique plastique et carte métal. Okay. Donc avec plusieurs plans, tu peux effectuer des paiements avec. C'est compatible XPay, donc Google Pay et Apple Pay. Ça s'appelle XPay maintenant quand c'est le service, on l'appelle XPay. Mais ça englobe dedans. Après, tu peux choisir si tu veux Google Pay, Samsung Pay, etc. Okay. Tu vas pouvoir faire des transferts aussi entre utilisateurs Wiggle. Tu vas pouvoir directement, faire des transferts instantanés et gratuitement, comme elle allait dire un petit peu. Donc euro et crypto. Est-ce qu'on va pouvoir faire des transferts interbancaires directs et sans payer 1 euro de frais? Oui, bien sûr. Tous les virements sont gratuits. Les virements sont gratuits, oui. Ça, c'est un problème qu'on a souvent aujourd'hui avec les banques. Rentrer un IBAN, ça prend 3 jours. Je ne sais pas pourquoi en 2024, ça prend encore 3 jours. Mais catastrophique. Et les virements instantanés, c'est 1 euro plus cher, etc. Passons. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de solutions du style de Wiggle pour aussi pouvoir proposer d'autres services. Dans ces autres services que vous proposez, j'imagine, il y a l'achat et l'échange de crypto-monnaies. Oui, tout à fait. C'est ça, un volet qui est important, évidemment. C'est notre expertise. Donc là, c'est l'achat-vente, l'échange, le placement en crypto-monnaie, donc fournir des rendements qui ont concurrencé un petit peu des produits d'épargne classiques.
Donc sur du stablecoin, pour des gens qui veulent pas s'exposer à la volatilité, ça permet de découvrir aussi cet écosystème de crypto. Donc les gens les bloquent chez vous, et vous après j'imagine via Filmining ou pas du tout? Via Filmining, du coup on se sert vraiment l'expertise de Filmining pour pouvoir... Toute l'expertise que vous avez acquis, tout ce que vous proposez sur Filmining, vous allez le proposer aussi via Wiggle. C'est ça, c'est des compétences qui sont en interne au sein de la société, mais après les actifs sont séparés des produits. Et ça se mélange pas, les wallets sont ségrégés, donc il n'y a pas de mélange d'actifs des clients Filmining avec ceux de Wiggle. C'est des produits totalement indépendants. Oui, ça de toute façon, j'imagine que ça, tout ce qui est réglementation PSAN, AMF, vous avez dû vous prendre la tête avec tout ça. Ouais, et on continue, depuis pas mal de temps. Là, en ce moment, on est sur l'agrément, l'agrément qui est optionnel aujourd'hui en France. Vite obligatoire. Mais oui, pour préparer Mika, en tout cas, nous, on prépare l'agrément pour être prêt par la suite. Ça permet de s'avancer un petit peu, même si finalement, s'avancer, ça prend tellement de temps en fait, à constituer ce dossier-là que c'est quand même assez lourd. C'était compliqué. C'est compliqué parce que, c'est surtout, on se dit comment les 100 PSAN, il y a un peu plus de 100 PSAN, je ne sais plus combien il y en a exactement aujourd'hui, ils vont pouvoir passer toutes ces barrières-là. Nous, je vois qu'on a quand même une antériorité, on a une bonne équipe, on est structuré aujourd'hui. On a des procédures qu'on a mis en place, etc. Notamment. On est solide et c'est vrai que c'est déjà compliqué. Donc, en tant que jeune entreprise, je me dis que ça va être très compliqué d'aller chercher un agrément. J'en profite, vu que vous avez déjà eu le PSAN une première fois avec Filmining, avec Wiggle aussi. C'était un autre PSAN Non, c'est le même PSAN. Même PSAN en fait. On a la société mère qui s'appelle Blockchain Process Security. Et du coup, Wiggle peut profiter du PSAN également, au même titre que Filmining. Combien ça coûte aujourd'hui de tenir un PSAN chaque année? C'était un débat qui a eu lieu il y a quelques semaines, notamment sur Twitter, que c'était des sommes. Déjà, pour le débloquer, c'est déjà un billet. Ensuite, chaque année, c'est un autre billet, etc. Ça touche beaucoup de points, en fait. Je dirais le premier, ça va être les ressources humaines en fait, qu'on met derrière. Donc, généralement, il faut au moins 3 personnes, je dirais. Au moins 2-3 personnes sur la compliance. Un responsable conformité et puis Ah oui, full time. Full time juste pour avoir le PSAN? Pour la compliance, oui. Pour la déjà, surveillance. On est sur du minimum, je ne sais pas exactement les salaires, mais on est sur du 100 000 € minimum. Un minimum. Minimum. C'est même plutôt 200. Les profils compliance. Un responsable conformité, c'est bien. Par an, on peut imaginer être dans les 300-350 €. Ouais, sur notre dimensionnement, en tout cas, de Filmining, on est à peu près là-dessus. Donc, et tout le côté technique aussi, parce qu'on a dû développer aussi des solutions pour surveiller des transactions, créer des alertes, faire des revues de KYC, toute cette connaissance client qui est obligatoire. Donc effectivement, pour une nouvelle boîte qui se lance, c'est très compliqué. Et à côté de ça, il y a des audits qui sont obligatoires aussi, du coup, avec des partenaires, des prestataires externes, qui coûtent super cher aussi. En fait. Les audits annuels, Les audits annuels, alors... c'est à peu près 25 000. À peu près 25 000 un audit chaque année. Et puis, il y a des prestats externes aussi de conformité, pour du scoring, pour de la surveillance on-chain. Tout ça, ça va rajoute, tout ça additionné, c'est une enveloppe qui est très... Donc, très importante. Vous, de votre côté, par contre, vous avez ça, vous savez les assumer? C'est ça, on a ça. On est on a finalisé le 2e audit conformité cette année, donc on est assez content parce que c'est une grosse progression et on est très content, on est très fiers de nos équipes. J'imagine. Effectivement, c'est tout un chemin long et sinueux. Pour lequel on n'avait pas signé initialement parce qu'en fait, tu vois, nous, à la base, on minait de la crypto dans une cave. Quand tu as fait le business plan en fin de service dans le resto, tu n'avais pas signé pour ça. Il n'y avait pas de compliance, il n'y avait pas tout ça, non. J'imagine. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Non, mais c'est très intéressant parce que ça nous a permis de monter en compétences et d'appréhender aussi un peu mieux le volet service de paiement. Du coup, on a compris un petit peu les problématiques qu'avaient les banques et les devoirs qu'elles ont, parce que généralement, on critique un petit peu les banques, mais finalement, il faut voir ce qu'il y a derrière. La surveillance qu'ils ont, les contrôles qu'ils ont, les audits. Et s'ils te font chier aujourd'hui parce que tu envoies un virement vers une plateforme crypto, c'est pas pour rien. C'est parce que eux aussi, ils ont un devoir de contrôle, de surveillance et d'alerte. Donc, et ça, on le comprend et on l'appréhende et on l'anticipe. Oui, puis ça nous protège aussi. Il y a ce cadre qui nous protège aussi, mine de rien. De mettre tous ces process aussi en termes de KYC, ça nous protège aussi de qui arrive sur notre plateforme, mine de rien. Ouais. Bien sûr. Oui. On a fait les frais de quelques fraudeurs, effectivement. Allez, une petite anecdote. Ah non, moi j'en dors pas encore, donc non. Okay. Non, mais après
Ouais, on a eu un cas en 2021. Alors, ça tombe bien parce que c'était la meilleure année pour nous. Ouais. Où on a généré énormément de cash. Donc, voilà, ça nous a pas impacté plus que ça. On parle Mais d'un ça aurait ATH pu être, Bitcoin à 69 000. ouais, ça aurait pu être terrible pour une jeune entreprise qui se lance. Ok. Où ouais, on a eu un utilisateur qui entrait avec des faux documents, qui ont passé un petit peu tous les contrôles Ok. et qui ont utilisé des numéros de carte volés bancaires. Donc, Pour acheter sur pour acheter la crypto. Voilà. Et après la ressortir, j'imagine. Et après la Ouais, ressortir ressortir immédiatement. Et voilà. Et C'était quelle somme? C'était beaucoup. en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs on va dizaines dire. de milliers d'euros. Ok. Sans citer de montant, mais un montant important qui aurait Ok. pu faire très mal. Et bon, bah, c'est comme ça. Et vous Après, vous avez pu l'intercepter à temps, etc. Ah non, Non. pas du tout, non. Ok, c'est sorti. Non, c'est sorti, mais ça a permis, voilà, on se relève. Hein, C'est donc, le prix de la leçon. Ouais, c'est ça. Ouais, elle coûte cher, mais c'est le prix de la leçon. Ouais. L'apprentissage. On a tous une leçon, Ouais. effectivement. Et... Les sécurités qu'on met en plus. Et après, bon, bah, voilà, on se retrouve avec la majorité des gens aujourd'hui honnêtes qui vont aujourd'hui râler sur une limitation, par exemple, de l'utilisation de la carte bancaire. Mais pourquoi ? Parce que en fait, les données, quand on paye avec une carte bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom du titulaire de la carte n'est pas accessible par les modules de paiement bancaire. Ok. Donc, on ne peut jamais avoir la certitude que notre client paye bien avec sa carte. Ok. Et ça, c'est un problème. C'est une donnée qui est protégée par la CNIL. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas avoir accès au nom du titulaire. Ok. Qu'est-ce qu'un PSP? Un PSP, c'est un prestataire de services de paiement. Donc, c'est une licence, c'est souvent une licence un peu bancaire. Hein, donc, ça permet à une fintech de pouvoir fournir des services bancaires. Ok, donc, et ça, il faut l'avoir pour proposer par exemple une carte bancaire ou un service bancaire et tout ce qui suit. Alors, le prestataire Ouais. sur lequel on s'appuie est PSP et nous sommes agents de ce PSP. Donc, nous travaillons avec sa licence bancaire, son core banking qu'il a développé. Ça permet de se déployer beaucoup plus rapidement et à moindre coût. C'était pas difficile de trouver un prestataire? Si, c'était très long. Si. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ils veulent pas se mouiller? Comment ils se disent crypto? Ah, je suis pas fan. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, il y en a qui sont qui accueillent la nouveauté, voilà, bras ouverts, mais qui, en creusant un peu le sujet et en parlant à leur siège ou à la société mère, etc., s'aperçoivent que finalement, ça va générer des blocages un peu plus importants. Donc, il faut toujours aller creuser jusqu'au bout du modèle, de ce qu'on veut mettre en place pour avoir vraiment le go. Il faut toujours tout très bien expliquer, vraiment. Nous, on est obligé de faire vraiment pas de blanche. Hein. Et nous, ça a été compliqué pour Wiggle, parce qu'on visait un an et demi de développement pour lancer le produit. Et finalement, on a perdu quasiment une année entière parce qu'il y avait ces frictions-là. Et mauvais timing aussi, parce que c'était 2022. Donc, il y a eu l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Puis, il y a eu FTX en fin 2022. Ouais. Donc, voilà, le prestataire a mis un peu les dossiers en pause. Et là, on repart. Le cas, pour voilà, beaucoup de monde, on est reparti mi-2023 sur la reprise du projet. Ok. Donc, on avait développé un POC initialement qui était fonctionnel, qui était raccordé au réseau SEPA. Donc, voilà, on a l'avantage aujourd'hui de savoir où on met les pieds, ce qu'il faut mettre en place, comment on se branche, comment on gère des transactions, comment on gère tout ça. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup monté en compétences. Voilà, on est vraiment sur la dernière ligne droite, quoi. Ouais. Pourquoi une carte virtuelle et une carte physique? Pour les use cases qui vont pas être les mêmes, en fait, peut-être qu'une personne aura tout simplement envie d'avoir une virtuelle pour pouvoir faire des achats en ligne. Et puis, il y aura peut-être quelqu'un qui aura envie de plus d'avoir une physique pour pouvoir aller faire ses achats en boutique. Ou, Ce ne sera pas la même carte, c'est deux cartes différentes. C'est deux cartes différentes, ouais. Donc, c'est pas les mêmes cas d'usage. En fait, il y a plusieurs plans. Il y a 3 plans sur Wiggle. Donc, tu as le plan free, qui est gratuit. Et là, tu peux avoir une carte virtuelle. Donc, tu vas pas payer. On peut gratuitement s'inscrire. Tout à fait. Tu t'inscris gratuitement, tu payes pas, tu as ton IBAN, tu peux faire tes virements, tes transferts, émettre une carte virtuelle, faire tes paiements en ligne, XP, etc. Tout ça gratuitement. Mais comment vous faites pour gagner de l'argent sur un forfait gratuit comme ça? En fait, c'est sur l'aspect crypto. C'est notre modèle économique qui tient là-dessus. C'est toutes les transactions qu'on espère faire, évidemment, en amenant les gens vers la crypto, voilà, sur l'achat-vente, sur l'échange, sur le rendement. Oui, même sur l'éducation, j'imagine qu'il y aura un peu de... Oui, il y aura un petit peu de formation aussi, d'éducation sur qu'est-ce que la crypto. Comment ça marche, faire un swap, etc. Donc, dans ces services-là, si je résume bien, donc il y a de la DeFi, il y a le service bancaire habituel, de la vie de tous les jours du quotidien.
Vous allez proposer aussi tout ce qui va être les nodes dedans? Non, pas du tout. Non. Non, Ok, pas on du reste. tout. Là, le volet crypto, c'est vraiment donc de l'achat-vente, comme disait Nicolas, et le coffre Wiggle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Du coup, le coffre Wiggle, c'est ni plus ni moins comme un livret en fait, d'épargne qui va générer du revenu passif en crypto. Et voilà, ça, c'est notre produit phare sur Le Wiggle. coffre, c'est vos analystes à côté qui sont déjà en charge des stratégies, qui vont aller maximiser le rendement. Voilà, tout à Plus fait. ou moins c'est safe. Il y a un seul coffre ou il y en a peut-être plusieurs? Sur les coffres, il y a un seul coffre. Ouais, il y a Ouais. un coffre par type d'actif. Donc, on va démarrer avec les stablecoins et BTC et ETH dans un Et premier puis temps. on verra après au fur et à mesure Au du fur et à temps. mesure sur Mais là, je pense que les gens, il faut qu'ils y viennent justement avec Bitcoin et puis du stable. C'est comme ça qu'ils prendront Oui, leur ça marque. ça reste, somme toute, le plus safe. Voilà, et c'est ça. le moins risqué. C'est pas un conseil ou rien du tout. Il faut faire attention. Mais généralement, Bitcoin, Ether, ça va. Ça devient aujourd'hui, quand on est en crypto et qu'on dit ouais, j'ai que du Bitcoin et de l'Ether, ça devient l'équivalent du bon père de famille. C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Et au-delà du plan gratuit, du coup, on a 2 autres plans Mhm. qui sont payants. Donc, il y en a un premier plan à 4,99, un autre à 13,99. Ok. Là, on peut avoir une carte physique ou une carte métal À 13,99. à 13,99. Voilà. Et là, ça va débloquer un rendement plus important dans les coffres, du cashback sur toutes ces dépenses cartes qui peuvent aller jusqu'à 7%. Jusqu'à 7% de cashback. ok. Ouais. Voilà, Bien. sur le plan premium. Ouais. Donc, plus le coffre, plus le Montant. placement est important, le montant placé est important. Et si tu as le plan premium en plus, ça te permet d'aller jusqu'à 7% de cashback sur toute dépense carte. Autre question qui me vient en tête, qu'est-ce qui va différencier Wiggle d'un Revolut où on a en somme toute accès à de la crypto, des cartes métal aussi, des offres payantes si je dis pas de bêtises? En fait, on est assez proche. Finalement, c'est un petit Revolut français qu'on essaye de faire aussi. Il y a des choses qui sont très intéressantes que fait Revolut aujourd'hui. Nous, on n'a pas le côté devise, donc on ne gère pas plusieurs devises fiat. C'est que de l'euro. Mais on a ce volet crypto, on est beaucoup plus expert dans le domaine de la crypto, donc on sait générer du rendement, ce que fait pas aujourd'hui, je crois pas me tromper en Non, disant y qu'ils a ne font pas pas de de- rendement sur la crypto. Et puis le client est aussi propriétaire de ses actifs sur Wiggle, donc il peut très bien les laisser sur Wiggle, mais il peut les retirer s'il Il veut faut pas. tout retirer. À Voilà, tout c'est moment, Ouais. il y a totalement pas accessible à Là-dessus, 100%, donc il n'y a pas de problème. Il y a même dans la roadmap, du coup, on prévoit de pouvoir générer la clé privée, que l'utilisateur puisse conserver lui-même sa clé privée, donc fournir des wallets non custodiales. Ça, c'est quelque chose qui est aussi attendu, mais c'est pas prioritaire parce que c'est pas la cible qu'on vise aujourd'hui. Donc, on s'aperçoit que les débutants n'ont pas forcément l'appétence pour conserver, sécuriser leurs clés. Et Oui, être c'est pas donné à Au tout le début, monde. c'est hein. un peu compliqué. Ouais, ouais. Et même quand on n'est plus au début, ça reste compliqué. Ouais. Et Ouais, puis c'est bon, sûr. le cashback est plus intéressant aussi chez Wiggle que chez Revolut. Alors, voilà, il y a des- Le cashback, donc 7% de cashback, ça veut dire que typiquement, imaginons je fais 10 000 euros de dépenses, ça me fait 70 euros de... Non, ça me fait 700 euros de... Ouais, 700. 700 euros. Comment on crée un cashback en fait? Comment ça se... Alors, c'est là qu'est venu le besoin de créer un token utilitaire. Ok. Donc, on va créer un token ERC20 Wiggle. Ok. Au moment où on va sortir l'app, donc à peu près mai-juin de cette année, qui va permettre, en fait, il y a une grosse partie de la supply, 46% de la supply qui est destinée Pour le cashback. Pour le au token de cashback, cashback. Très bien. Sachant que voilà, dans la tokenomics, c'est prévu pour que ça tienne entre 4 et 5 ans. Mais Qu'est-ce qui se passe après ce qui se passe après, c'est que déjà nous, dans notre mécanisme de soutien du cours du token, on va réinvestir en fait tout le chiffre d'affaires de Wiggle, enfin pas tout, mais 25% du chiffre d'affaires, on va le réinvestir pour racheter des tokens sur le marché, Ok. pour soutenir son cours. Donc on va emmagasiner aussi des réserves de Wiggle pour pouvoir continuer à les distribuer. Vous les rachetez et ensuite vous les remettez dans un pool de cashback. Ouais, l'idée c'est de voir un cercle vertueux Ok. de tout l'écosystème Wiggle. Donc il y a des mouvements crypto, la fiscalité, on sait, c'est compliqué. Est-ce que les utilisateurs pourront obtenir une petite assistance de la part de Wiggle pour tout ce qui va être la déclaration fiscale, etc. Ou une aide, un renvoi peut-être vers un prestataire? Oui, on renvoie vers un prestataire aujourd'hui qui fait ça très bien, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez l'historique de toutes vos transactions, vous pourrez aussi exporter vos transactions sur Wiggle et les intégrer chez le partenaire pour qu'il puisse vous fournir un relevé à peu près précis. Le jeton, donc là il y a vous avez fait un jeton, on en parlait juste avant. D'où est venue l'idée de faire un jeton?
L'idée, c'est de soutenir un petit peu l'écosystème Wiggle, de doper un petit peu aussi l'acquisition, parce que ça permet avec un système de recommandation, où on peut recommander Wiggle à des amis et empocher des tokens. Donc voilà, ça, c'est un système de parrainage finalement. Et ça permet de fidéliser aussi les clients, parce que s'il paye avec ses tokens Wiggle dans l'écosystème Wiggle, il va payer moins cher que les autres. Tu peux payer ton plan, dans ton l'écosystème abonnement. Wiggle. Payer ses frais par exemple des frais d'achat, de vente d'actifs, Ok. on les paye moins cher si on utilise Wiggle. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Si on paye son abonnement en Wiggle, pareil, on Le jeton, c'est Wiggle. Wiggle. W-I-G-L. Ouais, voilà. tout simplement. Pratique. C'est très Ouais, On pratique. peut pas se tromper. Tu sais qu'on a cherché quand même, mais Sérieux? ouais, on a cherché, puis finalement on s'est dit Wiggle. Arrêtons Wiggle. Non, oui, Ouais, Oui, c'est plus clair. c'est clair au moins. Ça rentre totalement dedans, effectivement. Vous n'avez pas eu des soucis quand vous avez dit que vous voulez lancer un jeton? Alors non, moi de ma fenêtre, en tout cas, il n'y a Non. pas eu de soucis, ça a été assez fluide et assez... Non, il n'y a pas eu de problématique. Après, on a anticipé beaucoup de choses au niveau juridique, parce que il n'y a pas de PSAN qui crée de token RC20. Enfin, je crois qu'on est les seuls PSAN à avoir un token. Maintenant que j'y pense. J'aurais dit Binance, mais c'est Oui, plus grand que le ils avaient le token PSAN. avant le PSAN, Ouais. donc Ça. c'est différent. Mais donc non, on a anticipé quelques points là-dessus, où par exemple pour notre ICO, il fallait pas qu'on fasse ça n'importe comment. Si on avait démarré ex nihilo d'une boîte vierge, on n'aurait pas forcément eu besoin d'avoir les mêmes politiques LCBFT. Mais là, on a dû mettre un petit peu des choses en place pour que la plateforme elle soit un peu compliance proof, quoi. Ok, je comprends effectivement. Aujourd'hui, la publique a commencé Ouais, depuis le 4 mars. depuis le 4 mars, effectivement. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, on est assez content déjà des phases précédentes, donc de la private et de la pre-sale. Ok. On a pu d'ailleurs constater que grand nombre de nos clients étaient rentrés dessus, et du coup ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens continuent à nous soutenir et puis croient en nous et investissent. Donc voilà, là c'est un peu le grand plongeon du coup à la publique, on verra à la fin ce que ça va donner. Ça va être quoi les avantages que vous pourrez proposer aux gens qui vont rentrer vraiment dans la public sale? Alors du coup, c'est le plan, le plan Smart, donc le plan intermédiaire, qui sera gratuit pendant 1 an. À 4,99 À 4,99. À 4,99, Voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Ça, ce plan-là sera gratuit à tous les investisseurs de l'ICO pour la publique. Ok. Pour les phases précédentes, C'était à les vie. investisseurs, c'était à vie. Ok. Donc voilà, c'est un gros avantage aussi. Ouais. Et comme disait Chloé, effectivement, on a 80% des fonds levés en private et en pre-sale qui sont venus de nos clients Filmining. Donc 80%, super. Ouais. C'est-à-dire que vraiment vos clients ont confiance. nous soutiennent. Ouais. C'est On des sent clients un vrai historiques soutien. aussi, j'imagine, en Mm. partie. Ouais, carrément. Ouais, on a levé. à On peu s'est près, vraiment senti vraiment très très soutenu sur ces deux phases. Ça fait plaisir. Et puis après, il y a l'avantage, c'est le prix du token aussi, du coup, parce que oui, c'est des tarifs qui sont forcément plus attractifs. Donc le token, j'ai entendu que c'était un ERC20. Oui, tout à fait. Ok, donc il va être lancé quand ça? vers mai-juin. Vers le mois de mai. Ouais. Ok. Donc là, il y a 2 mois donc de public sale. À quel prix on commence? On commence à 7 centimes, donc le début là, de la publique. Ok, Donc d'accord. voilà, il y aura 3 phases sur cette publique, qui sera à 7 centimes, puis à 8, puis à 9. Et le listing à 10 Et le listing à sur 10. Uniswap. Donc on est sur Ethereum. Oui. C'était pas un peu un frein peut-être être sur Ethereum pour commencer? C'est là où on a le plus de ressources au niveau dev. Donc c'est vrai qu'on avait déjà des gars en interne qui connaissaient un petit peu le Bien sûr. langage. Donc c'était plus facile. Plus facile. Ça nous a semblé, De toute façon, j'imagine que tout ce qui est fait... Non, même pas toute l'application Wiggle est on-chain ou off-chain? Non, c'est off-chain. C'est off-chain, ok. Mm. Donc oui, tous les échanges, les paiements avec le token, etc. Ça, c'est pas vous n'avez pas besoin derrière de faire une transaction. Non, ça limite les frais. C'est même le cashback, tu le reçois sur un wallet interne et ensuite tu le retires quand tu veux sur ton wallet. Il va y avoir différentes blockchains disponibles sur l'application? Bitcoin, Ethereum dans un premier temps. Ok. Après, oui, on va voir sur plusieurs. On va lister Probablement au les fur et à mesure. EVM, de toute façon, qui suivent derrière. Oui. On va revenir juste en vitesse sur la private sale. Vous avez parlé d'un listing Uniswap. C'est difficile de faire un listing sur Uniswap? Non, c'est assez rapide. Mais on travaille déjà le sujet de listing sur une plateforme centralisée. Ok. un exchange. Et ça, c'est un peu plus long. Voilà, c'est Ça, à c'est- peu près 10 mois. Je savais pas je savais que c'était compliqué pour les exchanges. Un DEX comme une type Uniswap, je savais pas. Mais en vrai, c'est pratique parce qu'avec Uniswap qui lance sa V4 prochainement, Mhm. c'est un bon gain d'intérêt. Oui.
Ça permet d'apporter de la liquidité assez rapidement au token, donc c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, l'utilité du jeton Wiggle, donc vous l'avez prouvé notamment via les récompenses de cashback qui seront en jetons. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière ? Alors, il y a le système de recommandation aussi, où il y a une partie de la supply qui est dédiée pour tout ce système de parrainage, etc., pour faire de l'acquisition sur les premières années. Il y a le système de boost de rendement, donc, ce qui permet d'obtenir un rendement supérieur dans les coffres que les rendements de base. De token. Oui, tout à fait. Voilà. Vous le bloquez le token, j'imagine, sur l'application ? Non, il n'y a pas besoin de le bloquer, il est liquide. Il faut juste l'avoir. Il faut juste, voilà, ça marche par système de grade. Donc tu as le grade 1, 5 000, 10 000, 20 000 tokens, et puis ça va te débloquer des différents avantages. Et puis dernière utilisation, ça va être tout ce qui est réduction de frais. Réduction, on en a parlé tout à l'heure, les frais de courtage, les frais d'échange, les frais d'abonnement. Voilà. Et puis si j'oubliais, il y a quand même les perks. Donc ça, c'est des avantages, on va te rembourser ton abonnement Netflix, Spotify. Tu vas choisir parmi une vingtaine de services comme ça. Voilà, et en fonction de ton grade, tu auras le droit à 1 ou 3 remboursements par mois. Okay. Et tu peux changer de chaque mois. Tu peux dire ce mois-ci, j'ai envie qu'on me rembourse plutôt mon abonnement YouTube. Et rembourser en jetons. En jetons Wiggle. Voilà. Fait, ouais. Super. En jetons Wiggle au moment du prix de la transaction, j'imagine. C'est ça. Ouais. Public sale, tout ce qui va être donc tokenomics, on va en reparler, vesting, cliff, etc. Comment vous l'avez défini ça ? Alors ça, du coup, c'est nos partenaires en tokenomics. Ça, là-dessus, on n'avait pas forcément on avait des connaissances, mais on n'est pas experts. Donc, on a fait intervenir 2 sociétés. Lesquelles ? Qui sont Enea et Maestra Blockchain. Qui les a challengés, du coup. C'est comme ça, dans le métier. Voilà. Donc, ils ont modélisé en fait, la tokenomics en fonction de nos use cases, en fonction de la supply, en fonction de ce qu'on voulait faire. Et ils ont défini des scénarios de manière à ce que ça réponde à un cours qui soit stable dans le temps, émettre les tokens au fur et à mesure du temps en fonction des demandes. Donc, on a simulé par nombre d'utilisateurs, par nombre de transactions qu'on prévoyait, comment allaient être émis les jetons au fil du temps. Donc, ça nous a permis de définir des délais de cliff et de vesting qui sont assez standards pour un token de ce type. Enfin, c'est quoi comme standard, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour la team, c'est le plus défavorable, évidemment. Donc on bloque le plus longtemps possible pour la team. Pour tout ce qui est cashback, boost de rendement, tout ce qui est les use cases, c'est un vesting de 18 mois de mémoire. Et voilà. Et après, ça va être ceux qui rentrent en public sale, ils sont plus avantagés que ceux qui rentrent en private. Donc voilà, j'ai pas toutes les c'est le BABA, c'est le classique. Tous les délais en tête, mais voilà, ça respecte une logique. Pas de souci, de toute façon, la tokenomics, ça s'affiche ici. Si vous voulez en plus savoir plus, le white paper est en téléchargement libre. Il y a un white paper aussi sur le site. Sur wiggle.fr, Okay. Est-ce que vous avez levé déjà avant le token, ou combien avez-vous visé donc avec la private, la pré et la public sale ? On espère lever à peu près 3 millions, ce qui est assez modeste, mais ce qui correspond un peu aussi à l'état du marché. Et puis on a conscience que les ICO, c'est pas forcément très à la mode. Ça l'a été une époque, ça ne l'est plus trop aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux ces derniers mois, mais il y a un moment, là, c'était vraiment... on s'attend bien qu'on ne va pas lever 50 millions. Il y a eu des vrais problèmes aussi avec des ICO. Bien sûr. Mais légitime, après, l'ICO, pour un PSAN, il y a quand même beaucoup moins de risques. C'est un peu plus compliqué de faire des exit scams avec un PSAN quand même. Donc on est rassurant aussi un peu là-dessus. Très bien se cacher, quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais on avait déjà levé auprès de la BPI en 2021 au lancement du produit. C'est ce qui nous a permis de développer notre POC. Un prêt de la BPI auquel s'est adossé 2 banques partenaires. Et là, on en est sur la ICO, on en est à peu près $1 million de levée sur la phase publique pré-sale. Pré-sale private. Oui, private. Pré-sale private. Okay. On a vu ces derniers mois, semaines, avec notamment des polémiques qui sont allées outre les frontières de la France, que lancer un token, c'était OK, pour beaucoup de cas, c'était une très bonne idée, mais dans d'autres, c'était peut-être une mauvaise idée. Comment vous placez Ouais, c'est toujours le risque. C'est toujours le risque après de créer un token, un énième shitcoin, effectivement. On va pas se le cacher. Mais c'est là notre défi aussi, c'est de faire que le produit fonctionne, que les utilités soient là, qu'elles soient utiles et qu'elles soient pertinentes. Nous, ça nous permet quand même de stimuler l'écosystème Wiggle.
de faire de l'acquisition, de récompenser la communauté, de créer une communauté. Donc sans un token utilitaire, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça va nous obliger à cracher du cash pour financer tout ça, et ça veut dire cash, donc levée de fonds, et on n'a pas envie tout de suite. Vous n'avez pas levé de fonds autre. Okay. En fait, on essaye de repousser au maximum ce moment où on va devoir ouvrir notre capital, se faire diluer en tant qu'actionnaire et lever des fonds, parce qu'on sait qu'après c'est un engrenage. On est stimulé par non, puis il a tout son sens en fait, le token avec l'application Wiggle. Oui, ça va être vraiment canon. Voilà. On a eu un peu de retard au lancement. Même si ça arrive, on est dans la tech, donc c'est normal. Mais... comme on a pu en parler un peu plus tôt, mauvais timing. Je pense que le dossier a été instruit auprès de notre prestataire de services de paiement début 2022. Il y a eu plusieurs mois, plusieurs allers-retours. Il y a eu Terra Luna qui est arrivé. FTX un peu plus tard en fin d'année, donc voilà, je pense que c'était une très mauvaise année pour lancer un dossier d'agent PSP. On y est arrivé, on a passé la tempête, mais bon, il y a eu un effet domino assez colossal après FTX qui a mis tout le monde un peu en... Tout le monde à plein, c'était compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Je vous remercie pour votre merci temps. à toi. Merci à toi. Et juste avant de terminer, on fait un petit jeu en général avec nos intervenants. Donc je vais vous poser plusieurs questions en 1 minute. Et vous allez me répondre oui ou non. Si vous pouvez argumenter si vous voulez, mais que ce soit assez bref. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. On l'a refait parce qu'on l'a dit toute la journée. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? 1 minute, top chrono, c'est parti. Est-ce que l'avenir de la finance se trouve sur la blockchain? Oui. Est-ce que la régulation est une menace pour le Bitcoin? Non. Moi, je mettrais oui. Est-il difficile de travailler avec sa femme ou son mari? Non. Est-ce que le proof of work est une menace pour l'environnement? Non. Est-ce qu'il y a trop de barrières réglementaires à l'heure actuelle? Oui. Est-ce que Wiggle s'adresse aux personnes non initiées aux cryptos? Oui. Qui a entraîné l'autre dans le secteur des cryptos? Nico. C'est moi. Avez-vous déjà douté de l'avenir des crypto-monnaies? Jamais. Non. Non. Et dernière question, quel est votre événement préféré dans le secteur de la crypto? L'halving. Ah, le halving, bien, ouais. Je bien pensais que tu allais me demander un event crypto, tu sais, genre... Il n'y avait pas de truc, mais effectivement, non. Je prends et c'est une très bonne réponse. Le halving, ouais. C'est souvent un signe d'un déclenchement de quelque chose d'intéressant. Pressé? Pressé de voir ce que ça va donner, parce que bon, ça fait quand même... Est-ce que ça va refaire la même? Est-ce que le halving va reproduire ce qu'on a vécu sur les derniers halvings? Je pense que quand même la volatilité va finir par se calmer un petit peu, parce que le marché se structure de plus en plus. Donc je m'attends pas non plus à ce que le Bitcoin nous fasse un x10, mais on verra. On n'a pas de boule de cristal, on verra bien. Et bien en tout cas, merci à vous. Merci de vous êtes prêtés au jeu. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi qui avez tenu jusqu'à la fin de l'interview. N'oubliez pas bien sûr d'aller vous renseigner sur Wiggle. L'application sera disponible à partir du mois de mai ou de juin. Il y a plus d'infos tout de suite en description. Et abonnez-vous à la chaîne. Et c'était Benjamin et Wiggle pour le Crypto Daily. À très vite. Salut. Salut.